Je veux être heureuse ici. Je veux y faire ma vie, fonder un foyer. C'était un nom si doux à l'oreille, si séduisant. Synonyme de richesse, de style, de pouvoir. With your feet in the air and your head on the ground. Je suis allé à la boutique et j'ai vu ce collier. Il était en or et c'était écrit Stillwater. Try this trick and spin, yeah. On reste toujours ensemble, rien ne peut nous séparer. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler des rattrapages des 6 derniers mois de 2021. Et oui, en effet, avec mon travail, difficile de conjuguer avec le planning des séances et sachant que certains films ont été mal distribués dans la région, je n'ai pas pu aller à certaines séances, donc d'où cette vidéo de rattrapage. Vous retrouverez aussi certains films qui ne méritaient pas forcément une vidéo entière à leur consacrer, notamment Spider-Man No Way Home qui est sorti dernièrement. L'occasion pour moi de fournir une impression rapide, sans réelles analyses, juste des réactions à chaud que j'ai pu avoir lors de mes visionnages. On commence avec All de Monsieur Night Shyamalan, sorti en juillet 2021. En vacances dans les tropiques, une famille s'arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. Alors le film déjà il était super intriguant jusqu'à malheureusement la découverte de cette fin. Personnellement j'aurais gardé ce côté mystérieux, prolongé jusqu'au générique, puisque la symbolique est très forte. Le temps qui passe, l'impression que tout va trop vite dans nos vies, et regardez nos enfants qui grandissent malheureusement trop vite. Nous sommes peu de choses, alors profitons-en. Bref, un film avec de multiples messages, ô combien intéressants. La fin, on a l'impression que ça cherche une explication à tout, en se permettant d'être incohérent, ou hasardeuse, laissant limite de glace le spectateur. Dommage car la tension est palpable tout au long du métrage. Second rattrapage, Stillwater de Tom McCarthy, sorti en septembre 2021. Un foreur de pétrole débarque à Marseille, du fin fond de l'Oklahoma, pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine, mais qui purge une peine de prison accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Confrontée au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d'honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d'amitié avec une jeune
femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde. Alors lui, j'attendais beaucoup de ce film. Il succède à Spotlight, sorti en 2016, et j'avais vraiment adoré le film. Malheureusement ici, les personnages, je m'y attache absolument pas. Matt Damon est froid tout au long du film, malgré la toile de fond à Marseille qui n'est pas dénuée d'intérêt. Je me suis profondément ennuyé sur l'enquête, qui est vraiment lambda et sans intérêt particulier. C'est une grande déception Stillwater, car j'en attendais beaucoup. Last Night in Soho d'Edgar Wright, sorti en octobre 2021. Last Night in Soho met en scène l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît et le temps semble se désagréger, entraînant de sombres répercussions. Celui-là, j'ai hésité à faire une vidéo entière sur le sujet car énormément de symbolisme et aussi de mise en scène, tout le côté technique de Last in Soho est vraiment extraordinaire et il aurait mérité peut-être un traitement un peu plus long. Dommage qu'il n'y a pas eu de séance chez moi, dans le sens où le film était déjà très mal distribué. Malheureusement, il fait partie des rattrapages, je vais vous donner quand même un avis complet sur la chose et les symbolismes que j'ai pu repérer déjà dès le premier visionnage. Déjà d'emblée, j'adore ce film de tout mon cœur. Il remet les pendules à l'heure sur une jeune fille, fan d'une époque qu'elle n'a jamais connue, critiquant cette nostalgie totalement dangereuse. Celle-ci empêche d'avancer réellement dans la vie, voire même, et là c'est ça qui est intéressant, elle empêche même d'être créative. Une critique aussi sur la condition des femmes, à la fois dans le passé qui est soumise à l'homme, mais aussi au présent, où cette jeune fille a continuellement peur de tout, surtout des hommes, et qui se replie sur elle-même. Une conséquence finalement post-MeToo qui n'a jamais été abordée dans les films, et qui fait réfléchir sur ce qu'est être une femme en 2021. Être une femme aussi au quotidien, avec tous ces hommes qui ne sont pas tous des prédateurs sexuels, à l'image des hommes des années 60 qui étaient un petit peu plus pervers. Les hommes ont évolué dans le bon sens, c'est ce que le dit le film justement. Et c'est bien ces hommes du passé qui la hantent et non ceux du présent. Une belle fable qui tend à regarder vers l'avenir justement. Sous une bande originale qui est à tomber, Anya Taylor-Joy est même mise à contribution, elle n'hésite pas justement à chanter, avec une voix radieuse et magnifique. Thomasin McKenzie est encore une fois à tomber dans ce rôle d'Héloïse, qui est le rôle total opposé à celui qu'elle jouait dans Jojo Rabbit, et nous offre encore une bien belle performance. Et que dire d'Edgar Wright, qui est encore un chef d'orchestre accompli, en tant que réalisateur. Chaque note, chaque tempo, donne de la vie à son montage, tout comme son précédent film Baby Driver. Si la technique est impeccable, reste tout de même le scénario, qui est ultra attendu malgré tout. On devine facilement les retournements de situation, malgré les symboliques et propos intéressants. House of Gucci de Ridley Scott, sorti le 24 novembre 2021. Maurizio tombe amoureux de la ravissante et manipulatrice Patrizia Reggiani, et contre l'avis de son père, décide de l'épouser. Lorsque Aldo découvre des affinités avec Patrizia, il réussit avec l'aide de la jeune femme à convaincre son neveu de renoncer à ses ambitions juridiques pour intégrer l'entreprise dont il devient de facto le probable héritier, ce qui ne manque pas de nourrir la rancœur de Pablo, dont le talent n'est pas à la hauteur de ses rêves artistiques. Alors lui ça va être rapide, contrairement à Last Night in Soho, ou même Spider-Man qu'on va voir dans quelques instants, c'est d'un ennui mortel. Si l'histoire avec un grand H est intéressant, elle, House of Gucci de Ridley Scott n'arrive pas à être marquant par sa mise en scène ou sa direction d'acteur, où vous aurez un Jared Leto en totale roue libre, qui tend vers le pitoyable. Dommage car Adam Driver s'en sort carrément avec les honneurs, et Lady Gaga reste tout de même convaincante, sans forcément briller. West Side Story de Steven Spielberg, sorti le 8 décembre 2021. West Side Story raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de querelles entre bandes rivales dans le New York de 1957. Contrairement à Ridley Scott, Steven Spielberg lui est bien de retour. Grâce à son remake, il montre de manière brute, efficace et intemporelle le racisme à l'état pur et la désillusion du rêve américain, nappé de Shakespeare. Film préféré du réalisateur, datant déjà de 1962 avec 10 Oscars à la clé, Spielberg a réfléchi depuis de nombreuses années comment réinventer et réaborder le mythe, par tel ou tel plan. Il rend hommage à un monument du cinéma, se l'approprie et rend une copie parfaite, s'autorisant même à être meilleur que l'original. La photographie est à couper le souffle, en abordant une colorimétrie des années 50, tout en étant moderne. J'avoue, je n'avais pas réellement vu ça avant, peut-être dans des films de pastiche, mais c'est pas la même chose. Les chorégraphies, quant à elles, sont magnifiques, et si on perçoit quelques longueurs
dans le film, on se contente tout de même de la beauté technique. Les acteurs sont tous charismatiques, rien à dire sur l'ensemble de la distribution. Je suis pourtant pas adepte des comédies musicales, et pourtant je me suis laissé emporter. Dans son histoire à la fois colorée et sombre, toujours subtile avec beaucoup de nuances. D'un côté les portoricains, de l'autre les blancs, qui ont tous un point commun, où cette société les a lâchement abandonnés. Une haine mutuelle dans ce New York un peu délabré, presque en ruine, où les fondements de la société sont assez fragiles, prêts à s'effondrer. Loin de l'Amérique décrite dans les livres. Oui, la réalisation est filmée comme dans un western, qui donne en plus de ça du cachet et de la personnalité au genre. Steven Spielberg a touché à tous les genres et sait tout faire, maintenant on peut le dire. Et enfin, dernier film des rattrapages, qui n'en est pas vraiment un pour celui-là, donc c'est peut-être le film un peu bonus, mais comme déjà tout YouTube a déjà fait plein de vidéos, voire même peut-être 2 vidéos par youtubeur sur ce film, je préfère le passer en revue assez rapidement, presque tout a été dit sur le long métrage, donc on va passer à Spider-Man de Jon Watts, sorti le 15 décembre 2021. Pour la première fois de son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus se séparer de sa vie normale, de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. J'aurais pu même en dédier une vidéo, je l'avoue, mais en toute honnêteté, il n'y a pas réellement de recherche scénaristique ni de recherche de réalisation derrière. J'aurais pu broder sur ce qui ne va pas, mais je l'ai déjà fait pour les Eternals. Donc effectivement, Marvel en ce moment a du souci à se faire concernant justement les fans. Alors les fans de la première heure ont peut-être adoré le film, mais ça s'est vu dans le cinéma. Et si on gratte un peu, il n'y a pas forcément grand chose. Mais on va commencer aussi par les points positifs, parce qu'il y en a dans ce Spider-Man No Way Home. Déjà, je me suis moins fait chier que les Eternals, et je le dis. Et le film m'a par ailleurs surpris par certains aspects. Mais pour cela, je vais rentrer en zone spoiler. Si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez conserver justement la surprise en salle, eh bien je vous invite à revenir sur cette vidéo. Et déjà, la première chose qui m'a surpris, et dans le bon sens du terme, Spider-Man redevient galérien, à l'image de Tobey Maguire ou même d'Andrew Garfield dans ses anciens opus. Et dites-vous que c'était le principal reproche que j'avais avec Homecoming et Far From Home. En effet, Spider-Man, lui, ne galère pas du tout dans ses films. Mis à part avec le méchant, les costumes sont fournis par Tony Stark, voire même les gadgets. Question argent, ce n'est jamais abordé dans le film, et il a l'air de très bien vivre la situation. Côté cœur, il n'a même pas trop galéré avec MJ, ils sont déjà amoureux l'un de l'autre dès le début, donc il n'a jamais galéré, et c'est pour ça qu'on le voit jouer au Lego dans Homecoming et Far From Home, parce que ce Spider-Man n'a très peu de choses à raconter. Ça, c'était pour Homecoming et Far From Home que je n'aime pas du tout, et ils ont jamais été marquants pour moi. Je ne critique pas non plus Tom Holland en Spider-Man, puisque je l'ai beaucoup aimé par exemple dans Infinity War, où je trouvais que son interprétation était correcte. Donc je ne suis pas un ennemi justement de ce nouveau Spider-Man, bien au contraire, même si je n'ai pas aimé ces 2 films solo. Et en tout cas, à la fin de No Way Home, ce Spider-Man de Tom Holland devient vraiment Spider-Man avec les difficultés qui vont avec. Plus personne ne le connaît, il devient un véritable galérien, avec le costume fait maison, et bien évidemment cet appartement beaucoup moins luxueux que les autres films. Et cet appartement qui ressemble un petit peu à celui de Tobey Maguire dans les Spider-Man de Sam Raimi. Et si on parle de ce qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, je parlais d'écriture et de réalisation de Jon Watts qui, je suis désolé de le dire, est catastrophique dans ce film. Et j'ai envie de dire heureusement qu'il y a le fanservice pour titiller un tant soit peu la corde sensible, pour être au moins digeste. Mais certains éléments sont, je suis désolé de le dire, un peu trop ta gueule c'est magique. C'est un petit peu les mêmes défauts que j'ai pu avoir dans Avengers Endgame. Pour vous donner un petit exemple, appuyant mon propos, Tobey Maguire, qui est bien évidemment dans le film, se fait poignarder par le bouffon vert. On aurait pu se dire, super, il y a un des Spider-Man qui meurt, ça peut vraiment créer une certaine tension et de faire attention justement aux conséquences d'être Spider-Man, donc ça aurait pu apporter quelque chose de supérieur. Et vu le coup de poignard, on se dit, il va pas se relever, c'est pas possible. En tout cas, personne se relève après ça. Mais non, nickel, il y a pas de problème de ce côté-là. J'ai un peu mal, mais la vie continue. Pour ma part, j'ai plus d'organes après ça. Sans parler des raisons pour lesquelles le multivers s'est cassé. Parce que Monsieur Spider-Man Tom Holland ne sait pas réfléchir correctement. Il sait pas ce qu'il veut, et il fait que changer d'avis, du coup ça va faire péter le sort de Doctor Strange. Ouais, j'ai envie de dire c'est un défaut minime, parce qu'il y a un autre défaut, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des effets spéciaux? L'homme sable, le lézard, Docteur Octopus, ils sont mieux faits dans leurs films qui commencent à dater. Est-ce qu'on est toujours en 2021? On résout tout en une nuit aussi également, à la manière de Avengers Endgame où Tony Stark invente le voyage dans le temps. Là on a nos 3 Spider-Man qui inventent tous des remèdes pour guérir les méchants, parce que les méchants il faut qu'ils arrêtent d'être méchants. Bon vous l'aurez compris, hein, niveau subtilité c'est pas vraiment
fous. Ce qui rend les méchants plus comme des concepts que des personnages. Peut-être qu'il y a Willem Dafoe qui s'en sort avec un peu les honneurs, car certains méchants j'avais du mal à les reconnaître. Comme Electro qui ne ressemble en rien à celui de The Amazing Spider-Man 2. Bon, peut-être à notre plus grand bonheur, dirons-nous, mais quand même, c'est censé être le même personnage. Et je parle pas de son look, hein, je parle vraiment de sa personnalité. L'homme sable et le lézard, je ne comprends même plus leurs intentions, qui sont à la base expliquées au début, et je n'ai pas compris pourquoi ils rejoignaient l'ordre des méchants à la fin du film. Je vais vous donner un exemple, juste sur l'homme sable par exemple. Il dit bien au début qu'il veut retrouver sa fille dans sa dimension, donc lui il a tout intérêt à revenir justement à l'ordre établi. Les autres méchants, comme le bouffon vert, ne veulent pas, ils veulent rester dans cette réalité justement pour foutre un peu le bordel et le chaos. Alors pourquoi l'homme sable rejoint les méchants? Et le lézard, bah il est là pour être là. On sait pas vraiment ce qu'il veut. On sait ce qu'il veut dans son film, bien évidemment, de The Amazing Spider-Man, mais là on sait pas ce qu'il fait, on sait pas ce qu'il veut. Du coup il reste dans un camion même à un moment, parce qu'on sait pas quoi faire de lui. Du coup il sert à rien dans le long métrage. Et pour être honnête, il y a trop de méchants, ce qui paraît logique. Il y a certains méchants, on ne sait pas quoi faire d'eux. Et du coup, j'en viens à la bataille finale qui constitue tout de même un viol pour la rétine. Avec toute cette bouillasse numérique à la fin, impossible de comprendre quoi que ce soit, de qui est qui, et de suivre l'action tellement c'est mal réalisé et mal foutu. Pourtant on a 3 Spider-Man et il y avait moyen de les mettre en scène de façon épique et même iconisée. Ici malheureusement il n'y a rien. Et comme je disais, reste l'évolution de Tom Holland qui reste intéressante. Certaines scènes sont touchantes et l'acteur est à fond. Il est pour le coup habité. Le fanservice fait plaisir et ça j'en conviens, puisque même moi ça m'a fait plaisir de revoir les anciens Spider-Man et les anciens méchants, mais cela nous aveugle avec les problèmes du film, qui pour moi est totalement écrit par des marketeurs qui sont sur les réseaux sociaux que par des véritables scénaristes. See, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.